Bon, très bien. Alors, j'ai la dure tâche de passer après David et Dick qui vous ont montré des choses techniquement très innovantes. Chez BigPoint, on a une innovation technique, mais finalement, le cœur de notre innovation n'est pas vraiment avant tout technologique, même si c'est une forte composante de la société, mais aussi ce qu'on disait, apporter quelque chose de nouveau dans d'autres domaines. Et on va voir qu'on peut aussi, tout simplement, avec des nouvelles idées, et surtout avec ce que vous rajoutiez, avoir une réussite et un succès en termes de marché pour l'innovation, changer les choses et vraiment changer le jeu. Actuellement, le jeu est fait vraiment mass market. Si on regarde tous les joueurs qu'on considère comme online, on arrive à 650 millions de joueurs de par le monde. Et une slide que je passe, c'est qu'on est passé d'un marché où le jeu était dominé par les devices, vraiment les périphériques qui sont dédiés au jeu, à un marché où le jeu peut se trouver sur absolument n'importe quel périphérique et dans des quantités qui n'ont rien à voir. On est plutôt à 500-600 millions à horizon 2015 sur les périphériques dédiés au jeu. On est à 8 milliards sur tout ce qui permettre de jouer, mais qui n'est pas dédié au jeu, avec bien évidemment, on pense tout de suite aux PC, Mac, enfin tous les écrans d'ordinateur, mais de plus en plus, tout ce qui est mobile, et puis aussi tout ce qui est fixe, tel que des set-top box ou équivalent. Le marché vidéo français est devenu vraiment un marché mass market, hein, vraiment équilibré en termes hommes-femmes, et surtout un marché qui n'est plus du tout associé à l'image qu'on a pu en avoir à une certaine période, du geek, de l'adolescent boutonneux, etc. Ça n'a plus rien à voir. On est vraiment sur un marché où les parents sont présents autant que les enfants, et d'ailleurs les parents jouent avec leurs enfants. Donc voilà un petit peu le genre de chiffres, hein. On est vraiment en train de dire que plus de la moitié des Français jouent à des jeux vidéo, que c'est un marché extrêmement important, et que de plus en plus la partie online de ce marché croît, avec ce chiffre 250 millions d'euros pour tout ce qui est jeux massivement multiplayer sur les 3 milliards de revenus de l'industrie des jeux vidéo en France. BigPoint est une société quasiment inconnue en France. Donc juste pour donner une idée, BigPoint c'est une société qui a 250 millions de clients inscrits. Je n'ai pas dit joueurs, j'ai dit inscrits, et en croissance extrêmement forte. Tous les mois, on inscrit 6 millions de nouveaux clients. C'est un global player sur Internet, donc présent quasiment partout dans le monde. Et après, on a les chiffres pour se faire plaisir. On a un jeu qui s'appelle Seafight, qui est un jeu de pirates. 12 milliards de boulets de canon sont tirés tous les jours. Voilà, c'est pour juste donner une idée de ce genre de choses. On peut faire la même chose hein, avec... ça fait 3265 Tour Eiffel, etc., etc. Donc je disais que c'est complètement inconnu, c'est une société qui a 10 ans, qui a 900 employés. Les titres, vous en avez vu quelques-uns sur le trailer, c'est avant tout ce qu'on appelle des original IP, des titres qui ont été développés dans la société. Mais on commence de plus en plus à faire des titres avec des licences, qui est un petit peu ce sur quoi l'industrie des jeux vidéo a fait vraiment son succès. Le premier a été Battlestar Galactica Online, il y en a beaucoup d'autres qui arrivent, qui sont annoncés, La Momie, par exemple. Le bureau de Paris a été ouvert le 1er mars, donc je suis tout nouveau. La société est présente dans pas mal de pays, 70 jeux, donc je disais 250 millions de clients enregistrés et plein de prix. On va passer à une slide absolument illisible, mais je n'ai pas trouvé moins, alors je vais plus la commenter. Quand on cherche sur Google Images, Video Games Timeline, pour avoir une idée de ce qui s'est passé dans les jeux vidéo depuis le début, on trouve ce genre de choses qui parlent de consoles. C'est normal, parce que c'est les consoles qui ont fait le jeu vidéo. Et quand on regarde ça, on voit que c'est des générations de consoles. En fait, la plupart du temps, la génération de consoles, je dirais pendant 20 ans sur 30 ans d'histoire de jeux vidéo, a amené de l'innovation avant tout technologique. Ce n'est que depuis ces dernières années, je dirais, les 10 dernières années, qu'on voit quelque chose de différent arriver. Qu'on est sur une innovation qui est plus réellement entièrement technologique, mais qui va être une logique de j'apporte quelque chose de nouveau en termes de façon de jouer, d'occasion de jouer, de device sur lequel je suis en train de jouer,
par des révolutions. Alors on peut se dire effectivement que le massivement multijoueur a été une nouvelle façon de jouer sur PC, avec vraiment quelque chose de nouveau, et World of Warcraft est emblématique. On associe tous le fait que les jeux vidéo sont devenus mainstream, grand public, avec la Wii de Nintendo. Tout le monde s'est félicité du fait qu'on faisait jouer les grands-parents, les enfants, tous ensemble, etc. Et il se passe donc soit une innovation technologique qui a poussé les choses, hein, c'est vrai, c'est Sega, c'est Nintendo dans les années 80, je dirais c'est la PlayStation 94-95 chez Sony. J'ai une Xbox, une PS3 et une Wii, donc j'aime beaucoup ce milieu et j'ai joué à peu près tout. Dernièrement, il se passe des choses qui, à mon avis, sont encore beaucoup plus importantes que tout ça. 3 facteurs principaux et qui finalement sont assez peu liés à la technologie. On est sur des innovations qui ne sont pas purement technologiques, qui sont en partie technologiques, c'est sûr, mais pas purement technologiques. Les 3 innovations les plus évidentes, et je finirai par même celle qui est arrivée en premier, puisque c'est ce qui va nous concerner avec BigPoint. D'abord le mobile. Le mobile, c'est évident que depuis le début des années 2000, le jeu sur mobile, c'est quelque chose qu'on attend tous, qui ne croit pas assez vite. Et avec 2007 et l'arrivée de l'iPhone, il y a eu une explosion. Il y a eu de la technologie, hein, c'est vrai que ce qu'on fait sur smartphone, on ne le faisait pas sur des téléphones Java. Et puis il y a eu aussi des idées. Il y a eu l'App Store, il y a eu l'écosystème fermé avec quelque chose de complètement facile et dédié et évident. Donc on n'est pas purement que dans la technologie. Il y a tout ce qui est social gaming. Alors on pense tous à propos de Zynga. Donc Zynga, c'est lié à Facebook, c'est aussi lié à des fonctionnalités. C'est pas lié à la qualité des jeux. Ces jeux très très bien, mais ce n'est pas ça qui font leur succès. C'est les fonctionnalités communautaires. C'est des nouvelles idées qui sont à partie technologique, mais qui ne sont pas que technologiques. Et puis il y a tout ce qui est effectivement sur le web, le online gaming. Alors il y a plein de choses. Le online gaming, c'est énorme, hein. Il y a depuis les jeux avec subscription, comme abonnement comme World of Warcraft, mais également ce qui a été introduit par des sociétés comme PopCap, comme Gamehouse, comme Big Fish, le fait de pouvoir jouer très facilement à n'importe quel jeu avec un téléchargement très rapide, directement en Java ou en Flash sur le web. Et puis il y a aussi tout ce qui a été créé dans ce domaine du web et du jeu sur le web, par ce qu'on appelle le free-to-play, et puis après le freemium. Et là, c'est justement le sujet où c'est le business de BigPoint. Donc ce que je veux dire, c'est que l'innovation peut être technologique. Je ne parle pas assez fort? Je vais parler plus fort. Donc l'innovation peut être technologique, pas que. Il y a aussi effectivement des changements d'habitude, d'occasion de consommation ou de façon de proposer aux consommateurs quelque chose. Et c'est vraiment ce qu'a fait BigPoint avec cette logique de free-to-play et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc il y a une révolution qui a lieu dans le jeu vidéo, c'est évident. Le retail, la vente en magasin souffre. Les acteurs traditionnels souffrent, s'en sortent plus ou moins bien. Il y en a qui réussissent leur transformation, il y en a qui réussissent moins bien. Il y a une réalité, c'est que dans un marché qui continue à croître, ce qui tire vraiment la croissance, c'est tout ce qui va être online, mobile, social et free-to-play, avec des croissances qui sont plus importantes que le reste du marché. Donc, je reviens encore sur des chiffres, et pour comprendre cette révolution, on a des joueurs de plus en plus bien équilibrés entre les hommes et les femmes. On a des joueurs de plus en plus âgés. Et bien évidemment, on a toutes ces nouvelles plateformes qui créent une explosion et un éclatement de l'industrie du jeu vidéo. Donc, qu'est-ce qui fait que BigPoint est différent? La vraie différence de BigPoint, c'est que nous avons été les premiers en 2002 à introduire en Europe une idée extrêmement simple, et qui existait en Asie déjà, qui est « je n'oblige pas les gens à payer pour jouer ». C'est tout simple. C'est de l'innovation, parce que ça n'existait pas réellement avant. Je leur propose des jeux de qualité, sans les obliger à payer. Alors, bien évidemment, on ne va pas leur faire jouer gratuitement ad vitam aeternam. En tout cas, ce n'est pas le business model de la société. Par contre, tous ceux qui voudront le faire ont la possibilité de le faire. Et on sait très bien que quand on a la possibilité d'essayer quelque chose gratuitement, c'est quand même certainement le meilleur marketing.
Donc ça permet effectivement d'une pénétration énorme de ces jeux-là, de convertir les clients, et après c'est notre métier justement vers des ventes, et puis de continuer à travailler sur ces produits, puisque ces produits sont basés sur le web, ce qu'on appelle software as a service aussi, ce qui fait que contrairement à avoir un produit monolithique qui se retrouve en boîte dans un magasin, il peut constamment évoluer et donc constamment innover. Donc première pierre angulaire et toute simple sur laquelle BigPoint a construit sa réussite, c'est le modèle free-to-play. Après, bien évidemment, c'est pas tout. On a un catalogue très diversifié. C'était une innovation, effectivement, dans ce métier, parce que vous aviez des Coréens qui avaient des jeux massivement multijoueurs, des jeux de rôle, très pour les core gamers, etc. Vous aviez des sociétés qui faisaient à peu près la même chose. BigPoint est la première société à tout simplement se dire « je vais faire un catalogue divers ». C'est tout bête comme idée, mais juste, finalement, on a été premiers dans ce domaine. Et puis la dernière chose, c'était que toutes ces sociétés, finalement, se basaient sur une distribution qui était sur leur portail sans vraiment chercher à aller ailleurs. La chose toute bête qu'a fait BigPoint, encore une fois, c'est se dire, voilà, on va chercher des partenaires. Ces partenaires ont des sites, ils ont du trafic, et on va donc aller chercher les clients où ils sont. Encore une fois, il n'y a aucune idée que je vais appeler révolutionnaire. Ça pourrait paraître du bon sens, sauf qu'il y a 10 ans, personne n'y pensait. Et donc ça, finalement, et ça continue à être une réelle innovation, puisque cette société est encore en avance par rapport aux autres de sa catégorie dans ce domaine. Alors, là, je reviens sur le free-to-play. La question, c'est combien on est prêt à payer pour que ça aille plus vite, pour que ça se passe mieux, pour que ça se fasse maintenant et pas plus tard. Donc, vraiment, c'est cette question, est-ce qu'on est prêt à payer un petit peu d'argent pour que le bus arrive tout de suite? Beaucoup de gens, en tout cas suffisamment de gens, pour qu'on en fasse une société à succès, répondront oui. Et donc, je voudrais revenir sur cette idée de free-to-play et son corollaire qui est la vente d'objets virtuels, puisque c'est vraiment la solution pour monétiser, compris les sociétés qui sont dans le free-to-play ou le social gaming d'ailleurs. Quand on vend un produit en magasin, j'avais acheté des produits en magasin pour mes différentes consoles, on va dire qu'actuellement ils sont entre 50 et 70 €. Ce qui veut dire que tous les gens qui ne sont pas prêts à payer 50 ou 70 € passeront dans 6 mois ou plus tard. Et puis tous les gens surtout qui étaient prêts à payer finalement plus que 50 ou 70 €, ils vont juste payer 50 ou 70 €. Alors les éditeurs et les consolistes ont trouvé des solutions avec ce qu'on appelle DLC, pour justement prolonger l'expérience. C'est relativement nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui existait avant. Dans le retail, il y avait les add-ons. Mais bon, ça a resté des produits qui sortaient pas très souvent finalement, et puis qui étaient dépendants du succès du jeu. Sur des jeux qui sont complètement basés sur le web et en ce qu'on appelle software as a service, ils peuvent évoluer constamment, et ce qui fait qu'on peut vraiment avoir énormément d'opportunités de faire évoluer le jeu et donc de satisfaire les clients qui sont dedans. Donc idée tout bête, qui est finalement, encore une fois je dis beaucoup tout bête, mais moi c'est ce qui me séduit dans cette société, parce que c'est les idées les plus simples qui sont les meilleures, qui est finalement, on va adapter la proposition et donc la possibilité de dépenser à un joueur en fonction de ce à quoi il est prêt à dépenser. C'est comme ça qu'on attaque tout ce qui est dans la zone blanche et qui normalement n'est pas couvert par un business plutôt traditionnel de jeu, les petits payeurs, qui n'ont pas du tout la capacité de mettre 10 € dans un jeu, même en discount, parce qu'ils n'ont pas envie de l'acheter, ils n'ont pas envie de se déplacer en boutique, ils ne savent pas comment le télécharger, ils n'ont pas envie de l'installer. Et puis les joueurs extrêmement impliqués, qui finalement sont prêts à jouer beaucoup plus, et on l'a vu sur, je pense à énormément de jeux console ou PC, ou par exemple tout ce qu'on appelle les third-person shooters, les Counter-Strike, où les gens passent des centaines d'heures gratuitement. Et ça, effectivement, il n'y avait pas de capacité de le monétiser. Donc l'idée est de simplement maximiser la capacité de monétiser tous les clients, qu'ils soient petits ou gros payeurs. Et donc les microtransactions, actuellement, ça représente 9 milliards de dollars par an. Pour BigPoint, ça se traduit par le fait que, en moyenne, nos clients
dégage un ARPU, Average Revenue Per User, enfin plus exactement un Average Revenue Per Paying User, puisqu'on a beaucoup d'utilisateurs qui ne payent pas, supérieur à World of Warcraft, qui est considéré comme une réussite dans le domaine du MMO, et qui est quand même quelque chose d'absolument formidable. Jouant à World of Warcraft, j'ai beaucoup d'admiration pour cette société. Et après, le reste, c'est effectivement, on va dire, de l'exécution. Donc de commencer par des jeux qui sont effectivement plutôt niche, cœur, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grand public, avec le soutien de partenaires, et puis proposer ce système qui a commencé en Allemagne, c'est une société basée à Hambourg, au niveau international. Et aller effectivement, comme je disais, vers un catalogue de plus en plus diversifié. Puis maintenant, l'idée d'aller vers d'autres plateformes que ce qu'on connaît, qui est effectivement le navigateur sur un desktop, sur un PC fixe. Donc des jeux pour tout le monde, du casual. Dans le free-to-play, BigPoint a été la première société à innover en proposant des jeux casual. J'étais au Casual Connect à Hambourg, qui est une grande messe de toute cette industrie casual. Et il y avait un panel qui était « Quel est le futur du free-to-play » Il y avait donc 6 CEO de sociétés. C'était assez rigolo parce qu'ils étaient tous allemands. Donc ça montre que ce business est pas mal implanté en Allemagne, dont 3 à Hambourg d'ailleurs sur les 6 Allemands. Et on leur demandait c'est quoi le futur. Et on les voyait complètement accrochés, sauf mon CEO bien évidemment, complètement accrochés à ce qu'ils savaient faire. Des jeux pour gamers, core gamers, et on leur demandait « Et Zynga, qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est une passade, ça durera pas, c'est pas des bons jeux, nous on fait des bons jeux, etc. Donc je considère qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ce que font les autres, et particulièrement une société qui a montré son succès comme Zynga. On essaye de répliquer cette logique en allant vers le casual. Notre CEO, qui s'appelle Eiko Hubert, se mord les doigts tous les jours d'avoir raté Facebook. Et il le dit, c'est entièrement de ma faute, je ne l'ai pas vu venir, et même on sait qu'il a... Voilà, enfin, en tout cas, il le dit, c'est nous. Nous, on ne l'a pas vu venir, c'était ce qu'il fallait faire. Donc on va essayer d'éviter justement ce genre d'opportunités ratées à l'avenir, donc en renforçant cette partie casual qui était assez absente dans le domaine du free-to-play de qualité. On innove aussi, encore une fois, par une idée vieille comme le monde, en faisant de la licence. C'est quasiment absent dans le domaine du free-to-play. Donc on a commencé effectivement par Battlestar Galactica, La Momie. On a annoncé Universal Monsters, qui est effectivement tous les monstres du catalogue Universal. On est en discussion avec les sociétés qui sont là. Encore une fois, ça n'est pas fait dans le domaine du free-to-play, et donc c'est de l'innovation, et donc ça permet d'attirer des clients que nous n'aurions pas jusqu'ici. Donc cette idée de diversifier le catalogue dans ce domaine, qui est finalement un point fort de la société. Et puis c'est cette idée que voilà, c'est un marché donc, pour nous actuellement de 2 milliards d'utilisateurs sur Internet. Donc on regarde un petit peu les chiffres des choses qui sont dans cette catégorie. Et puis la dernière qu'on trouve, à 7 milliards, c'est le mobile. Voilà. On peut se dire qu'à peu près tous les gens dans le monde auront un mobile s'ils ne l'ont pas déjà. Alors la grande peur de BigPoint, c'est de rater cette révolution. On n'y est pas vraiment, il y a des gens qui y sont. On pense qu'on a beaucoup d'atouts pour y être. On a juste envie d'éviter ce qu'on a pu faire par le passé avec Facebook, en étant vraiment sur le mobile, et donc on y travaille très fortement. Et donc toujours dans cette logique d'innovation, on pense qu'il y a énormément de choses à faire sur le mobile, que c'est un marché qui est en croissance phénoménale, plus de 10 milliards en 2014 sur tout ce qui est entertainment. Et c'est sûr que pour nous, qui pensons avoir réussi la vague des années 2000 avec la révolution Internet, voilà, la prochaine révolution, c'est celle du mobile. Dans les jeux, enfin de la mobilité en général, et c'est celle qu'il ne faut pas rater. Et là, il y aura beaucoup de place pour l'innovation, et une innovation qui ne sera pas que technique, une innovation qui sera avant tout comportementale,
qui sera de facilité d'utilisation. Et on espère faire partie de cette vague. Donc on y travaille à travers ce que je vous ai décrit, donc vraiment les grandes licences, les nouveaux concepts, le casual et le mobile sur lequel BigPoint est très impliqué. Donc la seule chose qu'on veut passer comme message, c'est que les innovations, c'est pas que technologique. Les idées, il y en a des très bonnes partout. BigPoint a pris cette idée du free-to-play en Asie. On a raté l'idée du social qui était aux États-Unis. Et particulièrement quand on a une société qui a une bonne base, il ne faut pas rater la prochaine grande vague et rester enfermé dans son bocal. C'est comme ça que les sociétés n'évoluent pas.